Le miroir se brisa de Agatha Christie, partie 5 du livre audio. Chapitre 16. 1. Au 16 d'Aubrey Close, la jeune Madame Baker parlait avec son mari, Jim Baker, géant blond et débonnaire, qui était en train de fabriquer des modèles réduits. Les voisins. Chéri ponctuait ces mots d'un signe de tête rageur. Les voisins. Elle retira la poêle du feu et répartit son contenu dans 2 assiettes. Elle plaça la plus pleine des 2 devant son mari. « Mixed grill », annonça-t-elle. Jim, intéressé, sembla trouver l'odeur à son goût. « Quel jour sommes-nous donc ? C'est mon anniversaire ? » « Il faut que tu manges beaucoup. » Chéri était charmante dans son tablier à rayures rouges et blanches. Jim Baker lui sourit. « Qui t'a dit cela ? » « Miss Marple. » Elle s'assit en face de lui et rapprocha son assiette. « D'ailleurs, elle a aussi besoin d'une nourriture plus solide. La vieille Knight ne lui donne que des hydrates de carbone. Elle ne connaît rien d'autre. Du custard, des nouilles, du pudding. C'est un régime d'invalide, ça. Miss Marple n'est pas invalide. Elle est seulement âgée. Et puis, il faut toujours qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. » « Qui cela ? Miss Marple ? » ?»« Non, Miss Knight. Elle a même essayé de m'apprendre à faire la cuisine, à moi. » Jim rit. « Au point de vue cuisine, tu es imbattable. Mais pourquoi Miss Marple a-t-elle dit qu'il fallait que je mange beaucoup ? Elle m'a trouvé mal en point, l'autre jour, quand j'ai posé la tablette dans sa salle de bain. Pas du tout. Elle m'a dit au contraire que j'avais un très, très beau mari. J'espère que tu es de son avis. » « Bien sûr. Ensuite, elle a ajouté qu'il fallait que je prenne soin de toi. Les hommes ont besoin de manger beaucoup de viande, bien préparée. De la viande fraîche et non pas des pâtés tout faits qu'on met à réchauffer, a-t-elle spécifié. Elle a raison. Elle n'a pas le même goût. À condition de remarquer ce que tu manges. La plupart du temps, tu es beaucoup trop absorbé par tes modèles réduits. Et ne me raconte pas que tu construis ce bombardier pour l'offrir à Noël à ton neveu Michel. Tu l'as acheté pour toi, pour ton amusement personnel. »« Michel est trop jeune, » dit Jim, confus. « Tu vas sans doute t'en occuper toute la soirée. Au fait, as-tu acheté le disque dont tu me parlais ? » ?»« Oui, le Tchaïkovski, 1812. »« Celui qui fait tellement de bruit ? Cela va faire plaisir à Madame Hartwell. Ah, les voisins. J'en ai par-dessus la tête, des voisins. Toujours en train de grogner, de se plaindre. Je me demande quels sont les pires, des Hartwell ou des Barnaby. Les Hartwell qui tapent au mur jusqu'à 11h du soir, parfois. C'est un peu fort. Pourquoi n'écouterions-nous pas de la musique si ça nous fait plaisir ? Ils vont encore nous demander de la mettre en sourdine. La musique, dit Jim avec autorité, il faut l'écouter fort. Sans volume, on n'entend pas la tonalité. Tout le monde le sait. Et leur chat qui vient faire des trous dans nos plates-bandes. Je te le répète, Jim, j'en ai assez des voisins. Tu ne te souviens pas de ceux des Huddersfield ? Ce n'était pas la même chose. Là-bas, nous avions notre indépendance. Ici, tout le monde regarde ce qui se passe chez vous. Tu te plais ici, toi ? Le boulot est agréable, après tout. La maison est toute neuve. J'aimerais bien, pourtant, avoir plus de place pour me remuer. Un atelier serait le bienvenu. Au début, j'ai trouvé cela très bien, mais maintenant, j'en suis moins sûre. J'aime les peintures bleues et la salle de bain. Ce sont les gens et l'esprit d'ici qui me déplaisent. Tout le monde n'est pas désagréable, heureusement. Tu crois qu'Arthur Badcock et Madame Bain vont se remarier ? Jim fronça les sourcils et compara un morceau de son bombardier au plan d'assemblage. « J'aimerais bien que tu écoutes ce que je te dis. »« Oui. »« Arthur Badcock et Madame Bain. »« Mais, chérie, tu n'y penses pas, il vient de perdre sa femme. Vous, les femmes, alors, j'ai entendu qu'il était complètement détraqué nerveusement depuis l'accident. »« Je me demande. »
Cela m'étonne qu'il ait pris ça de cette façon. Pas toi? Tu ne pourrais pas débarrasser la table pour que je puisse classer mes pièces? Cherry poussa un soupir d'exaspération. Pour avoir droit à un peu d'attention, ici, il faut être un super jet ou un chasseur à réaction, dit-elle amère. Toi et les modèles réduits. Elle enleva la vaisselle de sur la table et l'empila dans l'évier. Elle décida de ne pas la laver le soir même. Après avoir passé une veste de velours, elle sortit de la maison en criant par-dessus son épaule. « Je fais un saut chez Gladys Dixon. Je voudrais lui emprunter l'un de ses patrons Vogue. »« Vas-y, vas-y. » Et Jim se pencha sur les modèles réduits. Jetant au passage un coup d'œil venimeux à la porte de ses voisines, Cherry tourna dans Blenheim Close et s'arrêta devant le numéro 16. La porte était ouverte. Cherry frappa et entra dans le couloir. « Gladys est-elle là ?»« C'est vous, chérie ?» dit Madame Dixon de la porte de la cuisine. « Gladys se coupe une robe dans sa chambre. » Cherry monta et trouva Gladys, fille ronde à la figure ingrate, les joues rouges et des épingles plein la bouche qui, à genoux sur le plancher, étalait un patron. Elle se releva, essoufflée. « Bonjour, chérie. »« Bonjour. Tu as des nouvelles du studio ?»« Pas grand-chose. On bavarde beaucoup pourtant. Marina Gregg est revenue tourner hier. Elle a causé un beau scandale. »« À propos de quoi ?»« Le goût de son café lui a déplu. Tu sais, tous les matins, on leur sert le café. Elle en a bu une gorgée et elle l'a trouvé bizarre. C'était idiot, bien sûr. Il vient directement de la cantine dans un pot. Naturellement, je le lui verse toujours dans une tasse de Chine. La tasse est différente, mais c'est le même café. Il ne pouvait pas avoir de goût particulier. Et que s'est-il passé ? Rien, Monsieur Rudd a calmé tout le monde. Il est magnifique pour cela. Il a pris sa tasse et l'a vidée dans un lavabo. « C'est complètement idiot, » dit Cherry lentement. « Pourquoi ? Parce que si son café avait vraiment un drôle de goût, on ne saura jamais pourquoi, maintenant. »« Crois-tu que c'était vrai ? » demanda Gladys, alarmée. « Tiens, » dit Cherry en haussant les épaules. « Le jour de la fête, son cocktail était bien un peu spécial, n'est-ce pas ? Pourquoi pas son café ? » Gladys trembla. « Je n'aime pas cela, chérie. Il y a quelqu'un qui lui en veut. Elle a reçu des lettres de menaces. Et puis, il y a eu cette histoire de buste, l'autre jour. »« Quelle histoire ? » ?»« Oui, un buste de marbre. Il y a une scène qui se passe dans un palace autrichien. C'est plein de tableaux, de chiens et de statues de marbre. Il y en avait une posée sur une console en équilibre, sans doute, et elle est tombée en plein sur la chaise de Marina, comme un camion passé dans la rue. Heureusement, on ne tournait pas à ce moment-là. Monsieur Rudd a demandé qu'on n'en dise rien à sa femme. Il a remplacé la chaise. Quand Marina est venue, hier, elle a demandé pourquoi on en avait changé. Il lui a répondu que la première n'était pas de la bonne époque. Mais je te jure qu'il n'était pas content. Les deux femmes se regardèrent. « D'un côté, c'est assez excitant, » dit Cherry doucement. « Mais de l'autre... » « Je crois que je ne vais plus travailler à la cantine des studios. »« Pourquoi ? Personne n'a cherché à t'empoisonner, ni à te faire tomber un buste sur la tête. »« Non, mais ce n'est pas toujours la personne visée qui prend. Regarde Heather Badcock. Tu sais, je travaillais à Gossington Hall ce jour-là. J'étais juste à côté quand c'est arrivé. Quand Heather Badcock est morte ? Non, quand elle a renversé son cocktail sur sa robe. C'était une robe épatante, en taffetas de nylon bleu roi. Elle l'avait achetée exprès pour l'occasion. Et ça m'a semblé drôle. Drôle ? Sur le moment, je ne l'ai pas remarqué. C'est en y repensant que j'ai trouvé ça curieux. Explique-toi. Je suis presque sûre qu'elle l'a fait exprès. De renverser son cocktail ? Oui. Tu ne trouves pas ça bizarre, toi ? Sur une robe toute neuve, ça m'étonnerait. Je me demande, dit Gladys,
ce qu'Arthur Badcock va faire de toutes les robes d'Ever. Celle-là, on pourrait la nettoyer facilement. Tu crois qu'Arthur ne me jugerait pas mal si je lui demandais de me la vendre? Il n'y a presque pas de transformation à faire et c'est de la belle qualité. Cela ne te... Cherry hésita. Gênerait pas? Quoi? De porter une robe dans laquelle une femme est morte de cette manière? Je n'y avais pas pensé, admit-elle. Mais, après tout, je ne vois pas ce que cela a de gênant. Je vais en dire un mot à monsieur Giuseppe demain matin à Gossington, en passant. 2. Alors, dit le docteur Haydock, où en est votre enquête? J'ai peur que mes facultés aient bien diminué, dit Miss Marple. Mais non, vous avez déjà certainement tiré quelques conclusions. Bien sûr, des conclusions définitives même. Ah, voyons cela. Je me demande comment on s'y est pris pour verser le poison dans le verre, si poison il y avait. La drogue était peut-être déjà prête dans un compte-gouttes, suggéra Haydock. Des formations professionnelles. Et même dans ce cas, comment se fait-il que personne n'ait rien remarqué? Ainsi donc, d'après vous, pour qu'il y ait meurtre, il faut qu'on l'ait vu commettre? Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Le meurtrier avait à courir son risque, rien d'autre. Un grand risque. Sur le moment, je n'y ai pas pensé, mais j'ai appris qu'il y avait au moins 20 ou 30 personnes sur place. Sur le nombre, l'une d'elles, au moins, a dû voir le geste du meurtrier. Cela paraît logique, mais ce n'est pas le cas. En êtes-vous bien sûr? Dit Miss Marple, songeuse. Je ne vous suis pas. 3 possibilités s'offrent à nous. Admettons qu'au moins une personne ait vu ce qui s'est passé. 1 sur 20, c'est raisonnable, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle prendre le problème à l'envers, cher ami, dit Haydock. Vous ramenez tout à un calcul de probabilité du genre de celui des 12 hommes qui mélangent leurs chapeaux, si blancs et si noirs. J'aime autant vous prévenir sans attendre que vous ne parviendrez pas à déterminer le nombre des combinaisons possibles. Seul un mathématicien... Cela n'a rien à voir, docteur. Je reste dans la logique des choses et je pense, en principe, qu'une personne au moins a surpris le geste du meurtrier. Je l'admets a priori, comprenez-vous. La question est alors de savoir pourquoi elle n'en a rien dit. Je vous écoute. Première solution, dit Miss Marple, à laquelle l'animation redonnait des couleurs. Celui qui a surpris le geste du meurtrier n'a pas compris ce qui se passait. Il était peut-être de ceux qui voient et qui ne pensent pas, de ceux qui, à la question « Avez-vous vu quelqu'un verser quelque chose dans le verre de Marina Gregg ?» répondront par la négative, mais qui, si vous leur demandez s'ils ont vu quelqu'un passer sa main au-dessus du verre de Marina, vous diront sans hésiter « Oui, en effet, j'ai vu ». On ne tient jamais assez compte des imbéciles, dit en riant le médecin. C'est un fait. Votre hypothèse est valable. L'imbécile qui a vu sans comprendre. Et la seconde? Ici, je vais peut-être un peu loin, mais, encore une fois, il ne s'agit que d'une hypothèse. Le coupable peut être un individu pour qui il est naturel de verser quelque chose dans un verre. Je ne vous suis pas. Expliquez-vous plus clairement. De plus en plus souvent, dit Miss Marple, les gens ajoutent des tas de choses à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils boivent. Quand j'étais jeune, il était très mal vu de se droguer publiquement. C'était aussi incorrect que de se moucher à table. Cela ne se faisait pas. Pour avaler une pilule ou une cuillerée de sirop, on s'écartait discrètement. Ce n'est plus le cas maintenant. J'ai passé dernièrement quelques jours chez mon neveu Raymond et j'ai remarqué que certains de ses invités portaient sur eux quantité de pilules et de cachets. Ils les avalaient avant, pendant ou après le repas. Ils se bourraient continuellement d'aspirine, en prenaient avec leur thé ou encore le soir, après dîner, dans du café. Vous me suivez? Oui, c'est très intéressant.
Vous voulez dire que... Mais continuez, je vous en prie. On a très bien pu prendre le verre de Marina et verser ouvertement le poison, comme si c'était dans son propre cocktail, sans attirer l'attention. C'était un risque à courir, je vous l'accorde. Première hypothèse, l'imbécile. La seconde, le joueur. Passons à la troisième, s'il vous plaît. Quelqu'un a vu, mais s'est tu délibérément. Haydock fronça les sourcils. Pour quelle raison? Envisagez-vous le chantage? Si c'est le cas, il regarda la vieille dame, très calme, avec curiosité. Est-ce cette dernière possibilité que vous considérez comme la plus probable? Non, je n'irai pas jusque-là. Les preuves me manquent encore. À moins, ajouta-t-elle calmement, que le meurtrier ne poursuive ses exploits. Le pensez-vous? J'espère que non. Je prie le ciel pour que cela ne se produise pas. Malheureusement, docteur, cela arrive souvent. C'est triste, mais cela arrive très souvent. Chapitre 17. Ella reposa le combiné, très satisfaite de ce qu'elle venait de faire, et sortit de la cabine téléphonique. « L'inspecteur-chef Craddock, » murmura-t-elle, méprisante. « Je suis au moins 2 fois plus forte que lui. » Elle se représentait avec plaisir les réactions de la personne à laquelle elle venait de téléphoner. Cette menace murmurée qu'elle avait dû entendre au bout du fil. « J'ai tout vu. » Un sourire cruel tordit sa bouche. Jamais autant que ces derniers jours, elle n'avait éprouvé un pareil sentiment de puissance. Elle s'en enivrait, sans s'en rendre compte. Elle longea East Lodge, saluée au passage par Madame Bantry, jardinant à son habitude. « Sale petite vieille !» pensa Ella. Et un proverbe lui revint en mémoire, soudain. « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. » C'était idiot. Qui pouvait la soupçonner d'être l'auteur des menaces? Un violent éternuement la secoua. Ce sale rhume. Elle trouva dans son bureau Jason Road, qui l'attendait, debout à la fenêtre. « Où étiez-vous donc, Ella ?»« J'avais un mot à dire au jardinier. Il y avait... » Elle s'interrompit brusquement en voyant l'expression de son visage. « Que se passe-t-il ?» demanda-t-elle. Ses yeux paraissaient enfoncés plus profondément encore dans leurs orbites. Plus aucune gaieté sur ce laid visage. Rudd était épuisé, comme jamais encore elle ne l'avait vu. « Que se passe-t-il ?» Il lui tendit une feuille de papier. L'analyse du café. De celui que Marina n'a pas voulu boire. « Vous l'avez fait analyser ?» dit-elle, étonnée. « Mais je vous ai vu le verser dans le lavabo. » Il sourit, tristement. « Je suis assez adroit de mes mains, Ella. Ne le saviez-vous pas ? Oui, j'en ai vidé la plus grande partie, mais j'ai gardé le fond de la tasse pour le faire analyser. » Elle examina la feuille de papier et lut, incrédule. « Arsenic ? » ?»« Oui, de l'arsenic. » Marina avait donc raison de lui trouver un goût amer ? Pour cela, non. L'arsenic est insipide. Mais son instinct ne l'a pas trompée. Et nous qui pensions que c'était pure imagination de sa part ? Elle est à bout de résistance nerveuse et je ne voudrais pas l'effrayer davantage. Les lettres de menace ne sont pas tellement dangereuses, mais l'arsenic... Et là, l'arsenic, ce n'est pas la même chose. Personne ne peut toucher à la nourriture dans la maison. En êtes-vous sûre, Ella ? Un domestique soudoyé. Pas pour un assassinat. Je suis sûre d'eux. Ce Giuseppe, peut-on compter sur lui ? Il travaille pour nous depuis quelque temps, bien sûr, mais... Pourquoi vous torturez ainsi, Jason ? Il se laissa tomber sur une chaise, les bras pendants. Que faire ? Que faire, mon Dieu ? Sans mot dire, elle l'observait. Ici, elle était heureuse, murmura-t-il, tête basse.
S'il avait levé les yeux, l'expression de la jeune femme l'aurait sans doute surpris. « Elle était heureuse, » répéta-t-il. « Elle le voulait et elle l'était. Elle le disait même le jour où cette dame... »« Bantry ?»« Oui, quand elle est venue prendre le thé. Elle trouvait l'endroit si paisible. « Enfin, disait-elle, je vais pouvoir m'installer, connaître bonheur et sécurité. » « Le bonheur parfait !» La voix d'Ella était légèrement ironique. « On dirait un conte de fées. » En tout cas, elle y croyait. « Oui, mais pas vous. Vous ne l'avez jamais pensé sérieusement. » Jason sourit. « Non, je savais que ce ne serait pas éternel, mais j'espérais que cela durerait quelque temps, 1 an ou 2. Je pouvais espérer une période de calme, de détente, qui aurait fait d'elle une femme nouvelle. Elle aurait repris confiance. Elle peut être heureuse, et lorsqu'elle l'est, elle ressemble à un enfant. Et il a fallu que cela lui arrive. » Ella s'agitait, mal à l'aise. « Ce sont des choses qui arrivent, » dit-elle. « La vie est ainsi faite. Vous devez surmonter cela. Elle est de celles qui sont incapables de trouver le bonheur. » Au fait, Giuseppe est allé à Londres. Des ennuis de famille. Il a des parents à Soho et l'un d'eux est gravement malade. Il en a parlé à Marina et, comme elle était d'accord, je lui ai donné sa journée. Il sera de retour cette nuit. Jason Rudd s'était levé et marchait de long en large. Si je pouvais éloigner Marina d'ici, sans délai. Abandonner le film ? Mais pensez un peu. Il éleva la voix. La seule chose qui m'importe est Marina. Ne le comprenez-vous pas ? Elle est en danger. Je ne pense qu'à cela. Elle ouvrit la bouche et la referma. Elle éternua et se leva. Il faut que j'aille chercher mon pulvérisateur pour ce rhume des foins. Elle quitta la pièce et se dirigea vers la salle de bain. Un mot, un seul mot résonnait dans sa tête. Marina, Marina, Marina. Encore et toujours Marina. Elle sentit la colère monter en elle et la réprima. Elle entra dans la salle de bain, prit son pulvérisateur nasal. Elle en introduisit la pointe dans une narine et pressa la poire de caoutchouc. L'avertissement vint une seconde trop tard. Son cerveau enregistra une odeur insolite d'amande amère. Pas assez vite, cependant, pour prévenir la pression de ses doigts. Chapitre 18 1. Frank Cornish reposa l'écouteur. « Miss Brewster n'est pas à Londres aujourd'hui, » annonça-t-il à Craddock. « Hardwick Fenn est sorti, lui aussi. Il vous téléphonera. Et Margot Benz, notre photographe, travaille quelque part à la campagne. Son jeune collègue ne sait pas où, il le prétend du moins. Quant au maître d'hôtel, il a filé à Londres. »« Un parent malade ?» dit Craddock rêveur. « Voilà une raison bien usée. Je trouve cela très louche. Pourquoi cette hâte de gagner Londres aujourd'hui ? Il a facilement pu mettre le cyanure dans le pulvérisateur avant de disparaître. N'importe qui a pu le faire. Il me semble tout désigné. Seul un familier de la maison, je ne suis pas de votre avis. Il suffit de choisir le bon moment. On laisse sa voiture dans une allée latérale, on attend que tout le monde soit dans la salle à manger, et il n'y a plus qu'à se glisser par une fenêtre. Les buissons viennent jusqu'au mur de la maison. C'est bien risqué, avouez-le. Nous avons toujours un homme en faction dans le parc. Je le sais, mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'il s'agissait de lettres de menace, cela allait. Marina Gregg, elle, est bien gardée, mais je ne pensais pas que quelqu'un d'autre fût menacé. Le téléphone sonna. Ici le Dorchester. Monsieur Hardwick Fenn est en ligne. Cornish passa le combiné à Craddock. Monsieur Fenn, ici Craddock. Oui, vous m'avez appelé,
paraît-il. J'ai été absent toute la journée. Je voulais vous apprendre, monsieur Fenn, que Miss Zielinski est morte ce matin. Elle a été empoisonnée au cyanure. Vous me surprenez? Un accident, peut-être? Non, on a empli d'acide prussique un vaporisateur dont elle se servait souvent. Je vois. Puis-je savoir en quoi cette nouvelle dramatique me regarde? Vous connaissiez Miss Zielinski, monsieur Fenn? Certes, depuis des années, mais elle n'était pas du nombre de mes amis. Nous pensions que vous pourriez nous aider. En quoi? En nous fournissant un motif de sa mort. Elle est étrangère et nous savons très peu de ses amis, de ses relations, de sa vie. Jason Rodd vous renseignera mieux que je ne saurais le faire, inspecteur. Nous l'avons interrogé, mais vous pourriez peut-être ajouter aux renseignements qu'il nous a fournis. Je crains que non. J'ignore presque tout d'Ella Zielinski, à ceci près que je la savais extrêmement capable et tout à fait à la hauteur de son travail. De sa vie privée, je ne sais rien. Vous n'avez donc rien à m'apprendre? Craddock attendait une réponse négative qui ne vint pas. Rien que le bruit d'un souffle court à l'autre bout du fil. Allô? Inspecteur? Oui, monsieur Fenn. Je vais vous apprendre quelque chose qui pourra vous aider. Lorsque vous saurez de quoi il s'agit, vous comprendrez pourquoi je me suis tue. Maintenant, je peux parler. Il y a 2 jours, j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a murmuré cette phrase. Je vous ai vu mettre les tablettes dans le verre. Vous ignoriez qu'il y avait un témoin, n'est-ce pas? C'est tout pour l'instant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une exclamation d'étonnement échappa à Craddock. Cela vous surprend, n'est-ce pas, monsieur Craddock? Je puis vous affirmer que cette accusation est dépourvue de tout fondement. Je n'ai mis de tablette dans aucun verre et je défie quiconque de le prouver. C'est absurde. J'ai l'impression que Miss Zielinski se lançait dans le chantage. Vous avez reconnu sa voix? Non, on ne peut pas reconnaître un murmure. Mais c'était bien elle. Comment le savez-vous? Elle a éternué en raccrochant. Elle a le rhume des foins. Et vous en concluez? Que sa première tentative a échoué et qu'elle a été plus heureuse pour la seconde. Le chantage est un jeu dangereux. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage, monsieur Fenn, dit Craddock. La routine m'oblige cependant à contrôler vos faits et gestes d'aujourd'hui. C'est tout naturel. Mon chauffeur vous renseignera avec toute la précision désirable. Craddock raccrocha et répéta ce que venait de lui dire Fenn. Cornish émit un petit sifflement. Ça le met complètement hors de cause. Ou alors c'est du bluff. Il n'en est pas incapable. Il a du cran. Si Ella Zielinski a laissé un témoignage écrit de ses soupçons, en prenant le taureau par les cornes, il joue la bonne carte. Son alibi? De nos jours, ce n'est pas cela qui manque, quand on a le portefeuille bien garni. 2. Il était plus de minuit lorsque Giuseppe revint à Gossington. Le dernier train pour Sainte-Marie-Med étant parti de Much Benham, il prit un taxi. Il était de bonne humeur. Il paya le chauffeur à la grille et coupa à travers les buissons. Il ouvrit la porte de service. La maison était sombre et silencieuse. Dans l'escalier qui menait à son confortable petit appartement, il avait chambre et salle de bain, il sentit un fort courant d'air. Une fenêtre ouverte, sans doute. C'était sans importance. Toujours souriant, il monta l'escalier et introduisit la clé dans la serrure. Il entrait lorsqu'il sentit un corps dur lui presser les côtes. Une voix murmura « Les mains en l'air et ne crie pas !» Giuseppe obéit aussitôt. Il était prudent de nature.
Pourquoi courir un risque inutile? On pressa la détente. Une fois, 2 fois, et Giuseppe tomba. Bianca remua dans son lit. Était-ce un coup de feu? Elle en était presque sûre. Elle tendit l'oreille quelques instants. Elle avait dû se tromper. Elle se rendormit. Chapitre 19 1. C'est affreux, dit Miss Knight. Elle posa son paquet et reprit sa respiration. Que s'est-il passé? Demanda Miss Marple. Je n'aime pas à vous parler de cela, ma chérie. J'ai trop peur de vous causer un terrible choc. Si ce n'est pas vous qui me le dites, quelqu'un d'autre me l'apprendra. Oui, oui, c'est vrai, ma chérie. Les gens parlent beaucoup trop. Je ne répète jamais rien, moi. Je fais très attention. Vous disiez donc qu'il est arrivé une chose affreuse? J'en suis bouleversée. Êtes-vous sûre, chère, de ne pas sentir le courant d'air avec cette fenêtre ouverte? J'aime l'air frais. Oui, mais nous ne devons pas prendre froid, n'est-ce pas? Je croyais que vous aviez quelque chose à me dire. Oui, mais il ne faut pas que cela vous contrarie, ni vous énerve. D'ailleurs, cela n'a rien à voir avec vous. Depuis que tous ces gangsters américains sont ici, rien ne me surprend plus. Il y a eu un nouveau meurtre, n'est-ce pas? Vous êtes terriblement perspicace, ma chérie. Je me demande comment vous avez pu le deviner. À vrai dire, dit lentement Miss Marple, je m'y attendais. Oh, réellement? Quelqu'un voit toujours quelque chose. Seulement, il lui faut parfois un certain temps pour comprendre de quoi il s'agit. Qui a été tué? Le maître d'hôtel italien, la nuit dernière. Je vois, dit Miss Marple, songeuse. Oui, mais je pensais qu'il aurait compris plus vite l'importance de ce qu'il avait vu. Vraiment? Vous parlez comme si vous étiez au courant de toute l'affaire. Pourquoi a-t-il été tué? Il essayait sans doute de faire chanter quelqu'un. Il a été à Londres hier, paraît-il. À Londres? C'est très intéressant, peut-être même révélateur. Miss Knight gagna la cuisine, où elle se mit à préparer des boissons nourrissantes. Miss Marple, elle, demeura dans son fauteuil, pensive, gênée seulement par le bourdonnement de l'aspirateur auquel se mêlait la voix claire de Chéri fredonnant une chanson à la mode. Miss Marple l'appela. « Chéri, venez ici 1 minute, s'il vous plaît. » Chéri arrêta l'aspirateur et ouvrit la porte. « Entrez, Chéri, et fermez la porte. Je voudrais causer un peu avec vous. » Chéri obéit et s'approcha de Miss Marple. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette vieille, Miss Knight, j'entends, va arriver d'un instant à l'autre avec une boisson aux œufs ou autre chose. »« Cela vous fera du bien, j'espère, » dit Chéri, encourageante. « Avez-vous entendu dire qu'on a assassiné le maître d'hôtel de Gossington la nuit dernière? »« Giuseppe? Non, je l'ignorais. Par contre, j'ai appris que la secrétaire de Monsieur Rudd avait eu une attaque cardiaque hier, et on a même ajouté qu'elle en était morte. Mais ce n'est peut-être qu'un bruit. Qui vous a renseigné au sujet du maître d'hôtel? » Miss Knight, à l'instant. Cela va fournir aux gens un merveilleux sujet de conversation. Je me demande si Gladys a été le voir. Gladys? Une amie, si l'on veut. Elle habite à côté de chez moi, à quelques maisons près, et travaille à la cantine des studios. Elle vous a parlé de Giuseppe? Oui, elle voulait lui demander son avis sur quelque chose. D'après moi, ce n'était qu'un prétexte. Elle est un peu amoureuse de lui. Vous comprenez, il est beau et les Italiens savent y faire. On m'a dit qu'il avait été à Londres hier, et qu'il était rentré tard. Pourquoi voulait-elle le voir, Chéri?
à propos de quelque chose qui lui semblerait drôle. Miss Marple la regarda, une lueur interrogative dans les yeux. Elle connaissait la valeur attribuée au mot « drôle » par les Gladys du voisinage. Elle travaillait à Gossington le jour de la fête, expliqua Cherry, et elle a remarqué quelque chose de drôle. Pourquoi n'en a-t-elle pas parlé à la police ? Demanda Miss Marple, plus attentive que jamais. Elle ne savait pas si cela était important et elle préférait d'abord en parler à Monsieur Giuseppe. Qu'a-t-elle vu ce jour-là ? Franchement, cela m'a semblé complètement idiot. J'ai cru qu'elle me racontait une histoire pour cacher le motif de sa visite à Monsieur Giuseppe. Que vous a-t-elle dit ? Cherry fronça les sourcils. Elle m'a parlé de Madame Badcock et de son cocktail. Elle était à côté d'elle et il paraît que c'est elle qui l'a fait. Fait quoi ? Renverser son cocktail sur sa robe. Par maladresse ? Non, d'après Gladys, elle l'a fait exprès. C'est idiot, n'est-ce pas ? Perplexe, Miss Marple secoua la tête. Oui, à première vue, c'est idiot. Je ne comprends pas. Et puis, elle portait une robe neuve. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons abordé le sujet. Gladys se demandait si elle aurait le courage de l'acheter, mais elle n'osait pas la demander à Monsieur Badcock. À votre avis, cette Gladys ne vous a pas tout raconté ? Je me le demande parce que, si c'est tout ce qu'elle a vu, c'est-à-dire Madame Badcock renverser son cocktail exprès, pourquoi aurait-elle eu besoin d'aller voir Giuseppe ? Je ne vois pas, Miss Marple soupira. La porte s'ouvrit et Miss Knight entra, brandissant une timbale couronnée de mousse jaune pâle. « Nous voici, ma chérie, une petite douceur. Nous allons nous régaler, dit-elle. Elle avança une table qu'elle plaça près de la vieille dame. Puis elle se retourna vers Cherry. « L'aspirateur, dit-elle d'un ton froid, est resté au beau milieu du hall. J'ai failli tomber. N'importe qui pourrait se blesser. » « Oui, dit Cherry, je ferais mieux de continuer mon travail. » Elle quitta la pièce. Miss Marple se laissa aller en arrière et ferma les yeux. « Je vais faire un petit somme, dit-elle. Posez ce verre ici, s'il vous plaît, et soyez gentille, ne me dérangez pas avant au moins 3/4 d'heure. 2. Le jeune Américain, légèrement désorienté, regardait autour de lui. Le dédale des rues du quartier neuf le laissait perplexe. Il s'adressa très poliment à une vieille dame aux cheveux blancs et aux joues roses qui semblait le seul être vivant dans les parages. « Excusez-moi, madame, pourriez-vous m'indiquer Blenheim Close ?» La vieille dame le regarda durant quelques instants. Il allait répéter sa question plus fort, croyant qu'elle était sourde, lorsqu'elle lui répondit. « Continuez tout droit, puis tournez à gauche. Prenez la seconde à droite et marchez tout droit. Quel numéro ? » Le numéro 16. Il consulta un morceau de papier. Gladys Dixon. C'est cela, dit la vieille dame. Mais je crois qu'elle travaille à la cantine des studios Hellingforth. C'est là que vous la trouverez. Elle n'y a pas été ce matin, expliqua le jeune homme. J'aimerais qu'elle vienne aider à Gossington Hall. Nous manquons de personnel en ce moment. Bien sûr, dit la vieille dame. On a assassiné votre maître d'hôtel cette nuit, paraît-il. La réplique stupéfia le jeune homme. Je vois que les nouvelles vont vite dans le pays, dit-il. En effet, et la secrétaire de M. Rhodes est morte, d'une crise quelconque, hier aussi, si je ne me trompe. Terrible, terrible. Jusqu'où cela ira-t-il ? Dit-elle. Chapitre 20. 1. Un peu plus tard, le sergent William Tidler se présenta au 16 Blenheim Close. Il frappa à la porte jaune et une fillette blonde, d'environ 15 ans, lui ouvrit. « Miss Gladys Dixon, s'il vous plaît. »« Gladys, vous n'avez pas de chance.
Elle n'est pas ici. Elle a pris des vacances. » « Où cela ?» Tom Tiddler lui offrit son plus gracieux sourire. « Puis-je entrer ? Votre mère est-elle ici ?»« Maman travaille. Elle ne rentre pas avant 7h30. Mais elle ne vous en apprendrait pas davantage. Gladys est partie en vacances. »« Je comprends. Quand est-elle partie ? » ?»« Brusquement, ce matin. Elle a eu la chance d'avoir des vacances gratuites, paraît-il. »« Peut-être pourriez-vous me donner son adresse ? » La jeune fille secoua négativement la tête. « Nous ne la connaissons pas. Gladys nous a promis de nous envoyer un mot dès qu'elle la connaîtrait elle-même. »« Quelqu'un lui offre-t-il des vacances ? » ?»« Probablement. Elle est à court pour le moment. Elle a fait des achats la semaine dernière. »« Et vous ne savez vraiment pas qui lui a donné de l'argent pour cela ? » La jeune fille se hérissa brusquement. « Vous vous faites des idées fausses. Ce n'est pas le genre de notre Gladys. En août, son amie et elle passent leurs vacances au même endroit. Mais il n'y a rien de mal à cela. Elle paye sa part. Vous vous trompez, monsieur. » Tiddler expliqua gentiment qu'il ne voulait rien insinuer, mais que, par contre, il aimerait bien, si Gladys envoyait une carte postale, avoir son adresse. Il revint à la gare avec le résultat de ses différentes enquêtes. Au studio, il avait appris que Gladys Dixon avait téléphoné le matin même, annonçant qu'elle ne reviendrait pas travailler pendant au moins une semaine. Il avait aussi récolté d'autres petits renseignements. « Marina Gregg, » expliqua-t-il à Craddock, « est toujours aussi hystérique. Elle a déclaré que son café avait été empoisonné. Elle l'a trouvé amer. Pour la rassurer, son mari lui a pris la tasse des mains. Il en a vidé une partie dans le lavabo et a fait analyser le reste. C'était saturé de poison. » « Cela me paraît bien improbable. Il faudra que je l'interroge à ce sujet. » Jason Rhodes se montra nerveux et irritable. « Certainement, inspecteur, j'ai agi selon mon droit le plus strict. Si vous aviez le moindre soupçon à propos de ce café, monsieur, il fallait nous en faire part. À vrai dire, sur le moment, je n'y ai pas cru. Depuis la fête, tout ce que mange ou boit ma femme a un drôle de goût. Ajoutez à cela les lettres de menaces. En avez-vous reçu d'autres ? 2 encore. Une que l'on a jetée par la fenêtre, l'autre qui a été mise dans la boîte aux lettres. Je les ai, si vous désirez les voir. » Comme la première, elles étaient tapées à la machine. Sur l'une, on lisait « Ce ne sera pas long, Marina, prépare-toi. » Sur l'autre, un crâne et 2 tibias entrecroisés, grossièrement dessinés, et dessous, ces 3 mots étaient écrits. « Pour toi, Marina. » Craddock releva les yeux. « Enfantin, dit-il. Vous ne trouvez donc pas cela dangereux ? Au contraire, l'esprit d'un assassin est généralement très simple, très rudimentaire. Vous ne savez vraiment pas d'où cela provient, monsieur ? Pas la moindre idée. Je ne puis m'empêcher de penser qu'il s'agit davantage d'une plaisanterie macabre. Peut-être serait-ce, il hésita, un habitant du pays, excité par l'empoisonnement le jour de la fête, une personne n'aimant pas les acteurs. Dans certaines campagnes, on nous considère comme des êtres diaboliques. Vous croyez donc que Miss Gregg n'est pas réellement menacée ? Mais comment expliquez-vous l'histoire du café ? Je me demande d'ailleurs de quelle manière vous l'avez appris. Craddock secoua la tête. Tout se sait, et vous auriez dû nous en parler. Vous ne l'avez même pas fait après l'analyse. Non, je ne l'ai pas fait, dit Jason. J'avais d'autres sujets de préoccupation. D'abord, la mort de cette pauvre Ella, et ensuite, celle de Giuseppe. Inspecteur, quand pourrais-je emmener ma femme loin d'ici ? Elle est à moitié folle. Je le comprends parfaitement, mais il y a l'enquête. Sa vie est toujours en danger. J'espère que non. Toutes les précautions sont prises. Toutes les précautions ? J'ai déjà entendu ça, Craddock. Je dois l'éloigner d'ici. Je le veux. 3. Marina était dans sa chambre, allongée sur une chaise longue, les yeux clos.
L'énervement et la fatigue lui avaient donné un teint de cendre. Son mari s'arrêta en face d'elle, la regarda quelques instants. Elle ouvrit les yeux. Était-ce Cradock? Oui, il est venu pour Ella et Giuseppe. Giuseppe? Ont-ils trouvé son meurtrier? Pas encore. Quel affreux cauchemar! Nous a-t-il autorisé à partir? Pas pour l'instant. Pourquoi? Il le faut. Tu ne peux pas lui faire comprendre qu'il m'est impossible d'attendre, jour après jour, que l'on vienne me tuer? C'est fantastique. Toutes les précautions sont prises. Ils ont déjà déclaré la même chose. Cela n'a pas empêché Ella de se faire assassiner, ni Giuseppe. Ils finiront bien par m'avoir. Je suis incapable de tenir plus longtemps. Tu dois m'aider, Jason. Faire quelque chose. J'ai affreusement peur. J'ai un ennemi ici. Je ne sais qui. Au studio ou à la maison. On me hait. Mais pourquoi? Et qui? J'ai pensé, j'étais presque sûre même, qu'il s'agissait d'Ella. Et maintenant? Ella? Dit Jason, étonné. Pourquoi? Parce qu'elle me détestait. Les hommes ne voient-ils donc jamais rien? Elle était amoureuse folle de toi et tu ne t'en rendais même pas compte. Mais ce n'est pas Ella, puisqu'elle est morte. Oh, Jinx, Jinx, aide-moi. Partons d'ici, emmène-moi là où je serai en sécurité. Elle se leva d'un bond et marcha de long en large en se tordant les mains. Calme-toi, Marina, calme-toi. Je veillerai sur toi. Il faut que nous nous en allions de cette maison. Je hais cette maison. Je la hais. Mais voyons, nous ne pouvons pas partir tout de suite. Pourquoi? Parce que, dit Rudd, ces morts causent des complications, et ensuite, nous en aller n'arrangerait rien. Cela m'éloignerait de celle ou de celui qui me hait. Si on veut ta mort, on pourra très facilement te suivre. Tu veux dire que jamais je ne serai plus en sécurité? Ma chérie, calme-toi. Tout ira bien. Je veillerai sur toi. Elle se cramponna à lui. Tu feras tout, Jinx. Tout, de manière que rien ne m'arrive. Elle s'affaissa dans ses bras et il l'allongea doucement sur sa chaise longue. J'ai peur, murmura-t-elle. Je suis lâche. Donne-moi mes pilules, s'il te plaît, les jaunes, pas les brunes. Il faut que je prenne un calmant. N'en prends pas trop, Marina, je t'en conjure. Non, mais parfois, elles n'ont plus aucun effet sur moi. Tu prendras soin de moi, Jinx. Jure-le. Toujours, dit Jason Rudd. Et jusqu'à la fin. Les yeux de Marina s'agrandirent. Tu as l'air tellement bizarre lorsque tu dis cela, comme un clown riant aux éclats devant une chose affreuse et triste que lui seul a vue. Chapitre 21. L'inspecteur Cradock, lorsqu'il vint rendre visite à Miss Marple le jour suivant, était fatigué et découragé. « Asseyez-vous et mettez-vous à votre aise, lui dit-elle. Je vois que vous avez eu beaucoup de travail. Je n'aime pas me faire battre. 2 meurtres en 24 heures. Je me croyais plus fort que je ne le suis à ce travail. Tante Jane, offrez-moi une bonne tasse de thé, du pain et du beurre, et parlez-moi de vos premiers souvenirs de Sainte Mary Maid. Je vous conseillerais plutôt un bon whisky soda. Vraiment, tante Jane, je ne dis pas non. Elle alla ouvrir un placard d'angle, en sortit une bouteille, un siphon et un verre. Vous êtes pleine de ressources, dit Dermot. J'étais loin de me douter de ce que vous gardiez dans vos placards. Il faut toujours avoir quelque chose de fort chez soi, en cas d'accident, dit Miss Marple. Ou encore, bien sûr, lorsqu'un monsieur arrive à l'improviste. Et maintenant, détendez-vous, et dites-moi tout, ou, du moins, tout ce que vous êtes autorisé à me dire. Vous en savez sans doute autant que moi, et vous avez probablement déjà une carte dans votre manche. J'ai souvent répété,
Et pas seulement à vous, mon cher Dermot, si je puis me permettre de vous appeler ainsi, que le coupable logique est toujours le bon. Jason Rudd, alors? Il secoua la tête. Il adore Marina. Je parlais en général, dit Miss Marple, très digne. D'abord, nous avons cru que l'assassin s'en était pris délibérément à madame Badcock. Le coupable aurait alors pu être son mari. Comme, en fait, il apparaît que seule Marina Gregg était visée par le meurtrier, il faut chercher parmi ses proches, et le premier qui vient à l'esprit est naturellement son mari. Cependant, je reconnais que Jason Rudd semble très attaché à sa femme. C'est peut-être une habile comédie, mais je ne le crois pas. D'autre part, il n'a aucune raison apparente de vouloir se débarrasser d'elle. S'il a l'intention de se remarier, rien de plus facile. Le divorce est, si j'ose dire, une seconde nature chez ces gens-là. Je ne vois pas non plus quel profit il en tirerait. Il faut donc chercher plus loin. Mais ce n'est pas facile. Oui, surtout pour vous qui abordez un monde entièrement nouveau. Vous n'êtes pas au courant des scandales, des inimitiés, des rivalités qui y règnent. J'en sais un peu plus que vous le croyez. J'ai sérieusement étudié plusieurs numéros de Confidential, Film Life, Film Talk et Film Topics. Dermot Craddock ne put s'empêcher d'éclater de rire. Je dois avouer que de vous voir assise ici, me parlant de ce genre de lecture, m'amuse énormément. C'est mal écrit, mais on y trouve des choses intéressantes, dit Miss Marple. La préoccupation principale est de faire savoir au monde les amours des acteurs, avec tous les détails. J'y retrouve la vie de Sainte-Marie-Mead, ou même celle du quartier neuf. La nature humaine est partout la même. On se pose toujours la même question. Qui peut vouloir la mort de Marina Gregg avec assez de force pour, après avoir échoué une fois, lui envoyer des lettres de menaces et tenter à nouveau de la tuer? Un individu sans doute déséquilibré, dit Miss Marple. Oui, certainement, mais cela ne nous indique toujours personne. Le maître d'hôtel italien, continua Miss Marple, celui qui a été tué, a été à Londres le jour de sa mort. Sait-on pourquoi il a fait ce voyage? Il a débarqué à Londres à 11h30, et il nous a été impossible de retrouver sa trace avant 2h moins le quart. C'est à ce moment qu'il a déposé à sa banque 500 livres en billets. Aucune confirmation de l'histoire selon laquelle il devait se rendre au chevet d'un parent malade. Miss Marple hocha la tête. 500 livres, c'est une somme rondelette, sans doute la première d'une série importante. Ça m'en a tout l'air. C'est tout l'argent liquide dont devait disposer la personne qui l'a fait chanter. Cela peut représenter la somme totale ou un premier versement, ce qui tenterait à nous faire abandonner l'idée d'un coupable de condition modeste. À moins, dit Miss Marple, que l'on ait affaire à un individu payé par quelqu'un n'habitant pas les environs, ce qui expliquerait la visite à Londres. Oui, et à Londres, nous avons Hardwicke Fenn, Lola Brewster et Margot Benz. Tous les trois étaient présents le jour de la fête. Tous les trois ont pu rencontrer Giuseppe entre 11h30 et 2h moins le quart. Hardwicke Fenn n'était pas à son bureau, Lola Brewster faisait des courses et Margot Benz n'était pas à l'atelier. Puis Craddock répéta à Miss Marple ce qu'il avait appris au sujet des enfants adoptés par Marina. « Margot Benz, dit doucement Miss Marple, j'ai toujours eu l'impression que les enfants étaient mêlés à l'affaire. » Après tant d'années ? Parfaitement. Mais que connaissez-vous des enfants, mon cher Dermot ? Ne vous souvenez-vous pas d'un incident qui vous aurait marqué dans votre enfance ? Oui, bien sûr. Si je vous disais que la vue d'un gâteau à la confiture me plonge dans le désarroi, car j'en mangeais un quand on m'a appris que ma mère était morte. C'est stupide, sans doute. Non, c'est même tout à fait naturel. Cela me donne une idée. Miss Knight s'encadra dans la porte, un plateau à la main. « Ma chérie, alors, nous avons une visite ? Comme c'est charmant.
Comment allez-vous, inspecteur? Je vais chercher une autre tasse. Ce n'est pas la peine, on m'a déjà offert à boire. Miss Knight se retourna avant de franchir la porte. Pourrais-je vous parler une minute, inspecteur? Dermot la rejoignit dans le hall. Elle le précéda dans le salon et referma la porte derrière eux. Vous ferez attention, n'est-ce pas? À quoi? À notre chère vieille amie. Vous savez qu'elle s'intéresse à tout, mais il n'est pas bon pour elle de s'énerver au sujet de meurtres, d'événements aussi tristes. Il ne faudrait pas qu'elle ait des cauchemars. Elle est très âgée, très fragile, et il faut qu'elle mène une vie calme. Elle n'en a jamais connu d'autres, comprenez-vous. Je suis sûre que ces histoires de gangsters sont très mauvaises pour elle. Je ne pense pas, dit Dermot amusé, que ce que nous pourrions, vous ou moi, lui dire à propos de meurtre puisse la choquer ou l'énerver. Je puis même vous affirmer que les morts soudaines n'ont aucun effet sur Miss Marple. Il sortit du salon, suivi de Miss Knight, que l'indignation faisait respirer à petits coups précipités. Pendant le thé, elle parla beaucoup. Lorsqu'enfin elle quitta la pièce, emportant le plateau, Miss Marple laissa échapper un soupir de soulagement. « Enfin la paix, dit-elle. Et j'espère que je ne la tuerai pas un de ces jours. Maintenant, Dermot, écoutez. J'aimerais savoir certaines choses. » Lesquelles? Je voudrais que nous reprenions très sérieusement les événements qui se sont produits le jour de cette fête. Madame Bantry est arrivée, suivie du vicaire. Ensuite sont venus les Badcock, pendant que montaient le maire et sa femme. Hardwick Fenn, Lola Brewster et le reporter du Herald et Argus, de Much Benham. Quant à la jeune Margot Benz, elle avait placé son appareil dans un coin de l'escalier. Avez-vous vu certaines de ces photographies? Je vous en ai même apporté une. Il sortit les preuves de sa poche et Miss Marple s'en empara résolument. C'était une photo de Marina Gregg avec, un peu derrière elle, sur le côté, Jason Road. Arthur Badcock, le visage caché par son bras, l'air profondément embarrassé, se tenait à l'écart, tandis que Heather, serrant la main de l'actrice, était en grande conversation avec elle. Marina n'accordait aucune attention à madame Badcock. Son regard était fixé sur l'objectif ou, peut-être, légèrement sur la gauche de celui-ci. « Très intéressant, » dit Miss Marple. « On m'avait décrit l'expression de son visage, une expression de terreur. C'est cela, la malédiction. Bien qu'à vrai dire, cela me fasse davantage penser à une sorte de torpeur. Ce n'est pas non plus de la peur, bien qu'elle produise souvent le même effet. Non, je pencherais davantage pour l'état de choc. Dermot, mon garçon, j'aimerais que vous me répétiez les paroles de madame Badcock, si vous les avez notées. Je sais à peu près ce qu'elle a dit, mais il me faut connaître les mots exacts qu'elle a employés. Vous avez dû recueillir pas mal de témoignages à ce sujet. Laissez-moi réfléchir, dit Dermot. Votre amie, madame Bantry, Jason Road et aussi Arthur Badcock m'en ont parlé. Les mots variaient, mais le sens général en était le même. Ce sont ces variations que j'aimerais connaître. Cela pourrait nous aider. Je ne vois pas comment. Le témoignage de votre amie, madame Bantry, a sans doute été le plus complet. Attendez. Il sortit de sa poche un carnet et y jeta un coup d'œil. Je ne puis pas répéter mot à mot les déclarations de votre amie, mais, d'après elle, madame Badcock semblait enthousiaste et très contente de soi. Elle a déclaré à peu près ceci. Je ne puis pas dire à quel point cet instant est merveilleux, pour moi. Vous ne vous en souvenez pas, mais il y a des années, aux Bermudes, je me suis levée, malgré une crise de varicelle qui me clouait au lit, pour venir vous voir et vous demander un autographe. Cela a été le plus beau jour de ma vie, et je ne l'ai jamais oublié. Oui, je vois. Elle a mentionné l'endroit et non la date, n'est-ce pas? Oui.
Et qu'a dit Jason Rudd ? D'après lui, ce serait une grippe qui l'aurait tenue au lit et elle se serait levée pour aller demander un autographe à Marina. C'est moins détaillé, mais c'est la même chose. Oui, et Monsieur Badcock, maintenant ? Pour lui, Heather était très émue, surexcitée même à l'idée de voir Marina Gregg qu'elle admirait beaucoup, car plusieurs années auparavant, alors qu'elle était malade, elle s'était levée pour aller lui demander un autographe. Il n'est pas entré dans les détails, car c'est un événement qui remonte avant leur mariage. Il n'a pas semblé y attacher beaucoup d'importance. « Je vois, » dit Miss Marple. « Pas autant que je le désirerais. Mais si seulement je savais pourquoi elle a abîmé sa robe neuve. » « Qui ? Madame Badcock ? » ?»« Oui, cela me paraît tout à fait curieux. Inexplicable. » « Mon Dieu, je dois être stupide. » Miss Knight ouvrit la porte et tourna le commutateur. « On a sans doute besoin d'un peu de lumière, ici, dit-elle. « Oui, dit Miss Marple. C'est ce qui nous manque. Une petite lumière. Mais nous l'aurons bien un jour. » Le tête-à-tête semblait terminé et Cradock se leva. « Il ne vous reste qu'une chose à faire, dit Cradock. Me dire quel souvenir particulier vous agite en ce moment. Tout le monde me taquine à ce sujet, mais je dois avouer que je pensais à la bonne des Lauriston. La bonne des Lauriston, répéta Cradock, complètement perdu. Elle était chargée de prendre les communications téléphoniques et elle n'était pas très douée. Elle comprenait le sens général de ce qu'on lui disait, mais elle l'écrivait de telle façon qu'elle transformait tout, sans doute à cause de son orthographe ou de sa grammaire. Il y a des années de cela, mais la nature humaine n'a pas changé. « Mon Dieu, ajouta-t-elle, je suis heureuse que cette fille soit en sûreté à Bournemouth. »« Quelle fille ?»« Celle qui fait de la couture et qui a été voir Giuseppe l'autre jour. Gladys quelque chose. »« Gladys Dixon ? » ?»« Oui, c'est cela. »« Elle est à Bournemouth, dites-vous ? Comment diable l'avez-vous appris ? » ?»« Parce que c'est moi qui l'y ai envoyée. »« Vous ? Et pourquoi ? » ?»« J'ai été la voir et je lui ai donné un peu d'argent pour prendre des vacances. Je lui ai demandé de ne pas écrire chez elle. »« Pourquoi avez-vous fait cela ? » ?»« Pour qu'elle ne se fasse pas assassiner. Bien sûr, dit Miss Marple en lui faisant un clin d'œil.